Salut, on va parler de la dissolution. Jordan Bardella a été invité de Face à Face de Apolline de Malherbe, je crois. On va le mettre et après on va mettre X après la vidéo pour voir les réactions. Il est 8h26 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci à vous de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le président du Rassemblement national. Êtes-vous quasiment en train de préparer les législatives? Êtes-vous d'ailleurs vous-même candidat? On est face à un gouvernement et un président de la République qui tente coûte que coûte de maintenir son camp au pouvoir. Le président de la République, par la voie de sa majorité déjà relative en 2022, a été défait lors des élections européennes et des élections législatives. Et depuis, il refuse en réalité d'accepter le résultat des urnes, le résultat des élections. Il tente de gagner du temps. Or, ce temps que nous perdons, c'est un temps que les Français perdent eux-mêmes. Les 48 heures, vous parlez des 48 heures à nouveau? La gestion de leurs problèmes quotidiens. Écoutez, lorsqu'il y a eu le second tour des élections législatives, les accords qui ont été passés entre l'extrême gauche et la Macronie pour m'empêcher de constituer une majorité, nous l'avions dit à l'époque, allait entraîner les conditions de cette instabilité que nous vivons aujourd'hui et allait priver le pays d'une majorité. On arrive aujourd'hui au bout du chemin, au bout d'une route. Les Français nous attendent et les Français nous regardent. Ils sont très nombreux à être extrêmement inquiets pour leur pouvoir d'achat, pour l'insécurité, pour le contrôle de l'immigration. Donc maintenant, ces grands enjeux doivent être traités. Donc je demande une nouvelle fois au président de la République d'entendre ses souffrances dans le pays, de sortir de cet isolement dans lequel il s'est mis depuis plusieurs mois et de dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que maintenant, la blague est assez durée. Il faut revenir devant les Français. Les Français doivent se choisir une majorité. Et pour répondre à votre question, si les Français font le choix de l'alternance, eh bien, nous sommes prêts à assumer nos responsabilités, bien sûr. On va y revenir. Quand vous dites vous êtes prêt à quoi? Prêt à être candidat, mais prêt à gouverner, comment, avec qui? Mais lorsque vous dites je demande à Emmanuel Macron de retourner devant les Français, il y a deux options. Il y a certes la question de la dissolution, il y a aussi celle d'élections anticipées. Édouard Philippe, par exemple, fait partie de ceux qui demandent effectivement une élection présidentielle anticipée. Est-ce qu'au fond, vous le demandez aussi? Les deux scrutins sont possiblement sur la table. Dans l'ordre des choses, c'est d'abord la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais si le président de la République le refuse, alors il sera à un moment donné contraint d'engager sa propre responsabilité. Voyez bien là que la situation dans laquelle nous sommes ne peut pas tenir jusqu'au printemps 2027. On ne peut pas, jusqu'au printemps 2027, se poser la question de combien de jours va tenir un gouvernement qui n'aura par définition aucune légitimité ni aucune assise démocratique sur laquelle asseoir une politique de redressement national. Mais est-ce que vous demandez au président de la République des élections présidentielles anticipées? Je lui demande de dissoudre l'Assemblée nationale. S'il souhaite quitter son poste, déclencher une élection présidentielle anticipée, alors c'est de sa responsabilité. Mais il est certain que lorsqu'il y a une impasse démocratique, dans un régime tel que le nôtre, dans un grand pays comme la France, alors non seulement on assume sa responsabilité, mais on peut considérer envers et contre tout que le peuple français n'est pas le problème, mais qu'il est aussi la solution. Et donc, je lui demande solennellement ce matin, au nom, je crois, de millions de Français qui ne supportent plus cette instabilité, au nom de nos chefs d'entreprise qui sont extrêmement inquiets des incertitudes, notamment budgétaires, qui pèsent sur l'économie française, au nom des millions de Français qui attendent des réponses concrètes sur la santé, sur l'école, sur la sécurité, sur le pouvoir d'achat, de revenir de manière très saine, de manière très calme à une nouvelle élection législative et de permettre aux Français de se choisir une majorité pour, encore une fois, engager une politique qui soit une politique de moyen et de long terme. En quel cas, on l'a bien compris, vous serez vous-même candidat au poste de Premier ministre, peut-être même aux législatives? Ça serait logique. C'est une probabilité, oui, je vous le dis ce préparez matin. Je suis aujourd'hui président de mon groupe, du 3e groupe du Parlement européen. Si demain il doit y avoir des élections législatives, au regard de la gravité du moment, il est effectivement très probable que je sois candidat à des élections législatives anticipées. Vous ne seriez pas. Vous êtes candidat, vous serez candidat. La décision n'est pas prise. Nous allons réunir notre bureau de campagne, nos équipes aujourd'hui. Nous allons nous revoir avec Marine Le Pen de manière à anticiper de
probables élections législatives, parce qu'encore une fois, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait faire autrement. Et évidemment, moi, je prendrai mes responsabilités et j'irai aux élections législatives si, évidemment... Vous irez aux élections législatives. Jordan Bardella, vous avez dit, au fond, les autres partis nous ont empêchés, m'ont empêché, avez-vous dit, d'avoir la majorité pour pouvoir aller à Matignon. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire que s'il n'y avait pas eu ce barrage, en effet, républicain, vous auriez eu vraiment la majorité? Est-ce que c'est pas un peu confortable de dire ils nous ont empêchés? Pourquoi est-ce que vous auriez vraiment eu la majorité? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait alors? Vous pensez que c'était vraiment Madame, par cette crainte-là? Dans aucune démocratie, un mouvement politique d'abord n'atteint les scores que nous avons atteints lors des dernières élections législatives. Au second tour des élections législatives, je vous rappelle que j'ai fait avec l'ensemble des candidats du Rassemblement national, avec Marine Le Pen, nos alliés de l'Union des droites républicaines autour d'Éric Ciotti, près de 37% des voix au second tour avec l'ensemble de nos candidats. Il n'y a aucune partie dans aucune démocratie occidentale qui est arrivée à des résultats aussi élevé. Je crois que même en France, même aux heures les plus glorieuses de la droite est montée à 31 ou 32%. Donc, on a un socle aujourd'hui électoral qui est extrêmement solide. Nous arrivons à les rassembler au-delà des électeurs du Rassemblement national. Et je pense aussi aux orphelins de la droite qui ne croient plus dans les compromissions de la droite et de son président avec les macronistes et avec le camp des centristes depuis 2017. Donc, nous sommes aujourd'hui en capacité non seulement de gagner de potentielles élections législatives, mais de gagner de potentielles élections présidentielles. Donc, je n'ai pas le résultat des élections avant l'heure. Ce que je constate, c'est que élection après élection, nous progressons et que les mesures que nous portons à la fois sur la remise en ordre du pays, sur la nécessité de simplifier l'économie française, de défendre le pouvoir d'achat, ces mesures sont partagées par beaucoup de Français. Que les autres partis appellent le barrage républicain. Pourquoi cette fois-ci, ce barrage ne tiendrait plus? Parce que ce barrage est en train de prendre l'eau. Et que on ne peut pas arrêter indéfiniment un peuple qui s'est remis à espérer. Et il y a des millions de Français qui croient aujourd'hui dans les idées que nous représentons. Nos électeurs paient leurs impôts comme tout le monde. Ils ne sont pas des sous-citoyens, ils ne sont pas des sous-électeurs. Et voyez bien là la façon dont les institutions sont utilisées. Des institutions de la Ve République sont faites pour protéger les intérêts de la France et pour servir le peuple français. Elles ne sont pas faites pour protéger les intérêts d'un camp. Or, on voit bien que lorsqu'il y a un second tour et que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, main dans la main, se mettent autour d'une table pour se désister mutuellement, appeler à voter les uns pour les autres. Non seulement ce spectacle, il dégoûte les Français, mais voyez bien là que ça amène désormais à une situation de blocage telle qu'on est un an après à voir les gouvernements se succéder avec évidemment des gens qui refusent d'accepter le résultat des élections. Donc, je veux dire, je veux dire ce matin à nos compatriotes, je sais que la situation est difficile, je sais qu'on vit des heures incertaines, mais je veux juste leur dire, restez optimistes, restez mobilisés, parce que si vous le décidez, alors l'alternance est possible, et elle est peut-être possible dans quelques jours. Jordan Bardella, dans quelques jours, vous espérez donc une annonce de dissolution potentiellement quoi, mercredi soir, jeudi? C'est là-dessus que vous imaginez le scénario? Écoutez, ce gouvernement qui a été annoncé par Monsieur Lecornu, encore une fois, je ne vais pas tirer sur l'ambulance, mais comment est-ce que les macronistes peuvent sérieusement croire qu'en proposant le gouvernement le plus macroniste des 8 dernières années, c'est-à-dire que ce gouvernement-là, il est très certainement plus macroniste que le premier gouvernement d'Édouard Philippe en 2017, en faisant revenir des personnalités comme Monsieur Le Maire, qui incarne la faillite économique française, plus de 1200 milliards d'euros de dette en 7 ans, un homme qui a menti sur la situation des finances publiques, qui est parti dans la débâcle économique que nous connaissons, qui a abouti à la situation de déficit absolument considérable que nous connaissons, à la dégradation de la note de la France sur les marchés financiers, revenir aujourd'hui dans un gouvernement en ne considérant pas que cela revêt un caractère de provocation à l'égard de Français et d'irrespect à l'égard des millions de Français qui sont aujourd'hui dans la souffrance et dans la. On l'a bien compris. Vous dites aujourd'hui, Jordan Bardella, j'appelle solennellement le président de la République à dissoudre l'Assemblée nationale. Absolument. Vous ne l'appelez pas solennellement à démissionner, vous n'appelez pas immédiatement. Je veux dire, s'il refuse de dissoudre l'Assemblée nationale, s'il refuse de revenir devant les Français pour régler une crise parlementaire dans ce qui apparaît aujourd'hui comme une situation extrêmement instable depuis un an, alors sa responsabilité sera engagée. Vous voyez bien les sondages. Mais ce n'est pas ce que vous lui demandez ce matin. Vous lui demandez pas de démissionner ce matin. Dans l'ordre, je lui demande d'abord de dissoudre l'Assemblée nationale. Et s'il ne le souhaite pas, il est évident que nous irons, je le crois, vers la seule option possible. Encore une fois, j'ai vu, y compris au sein de sa propre majorité, Édouard Philippe réclamer une élection présidentielle anticipée. Donc, il faut revenir devant les Français. Et j'appelle solennellement le président de la République à entendre cet appel et à ne pas porter sur ses épaules la responsabilité du désordre, du chaos et de l'impasse institutionnelle dans laquelle nous sommes engagés. Jordan Bardella, nous aurions potentiellement la majorité. À quel niveau placez-vous le nombre de députés pour que vous puissiez, oui, accepter Matignon ? 289,
députés, c'est-à-dire la majorité absolue à l'Assemblée nationale, ou une majorité relative qui me permettrait, avec des alliés potentiels, d'assurer non seulement la stabilité d'une majorité, mais également de me permettre de changer le quotidien des Français. Moi, devenir premier, je l'avais dit l'année dernière sur votre antenne, devenir Premier ministre pour ajouter Premier ministre à ma carte de visite, ça ne me sert strictement à rien et ça ne m'intéresse pas. Je veux devenir Premier ministre, je veux aller à Matignon pour changer le quotidien des Français, pour prendre des mesures sur le contrôle de l'immigration, pour prendre des mesures sur la lutte contre l'insécurité, pour prendre des mesures en faveur on va y revenir, mais sur le pouvoir chiffre d'achat et de la croissance de nos entreprises. Donc 289 dans l'idéal, si je ne les ai pas, j'y vais quand même. Si vous avez 240 députés, par exemple, qu'il vous en manque donc une quarantaine pour obtenir la majorité absolue et pouvoir effectivement engager un certain nombre de réformes, vous vous dites, je les trouverai. Vous êtes confiant qu'un certain nombre de députés LR viendraient travailler avec vous une fois que les choses seraient engagées? Mais il n'est pas interdit de le penser, en tout cas dans l'intérêt du pays. Je ne ferai preuve d'aucun sectarisme et je souhaite que cette majorité soit la plus large possible. Vous savez, madame, vous tendez la main ce matin aux Républicains, madame, pour travailler ensemble. Madame, pour gagner, il faut rassembler. Lors des dernières élections législatives, moi j'ai pris mes responsabilités et j'ai considéré que l'état actuel du pays nécessitait le rassemblement et l'alliance. Nous avons donc, avec Marine Le Pen, proposé à Éric Ciotti, président des Républicains il y a 1 an, de faire une alliance. Je suis convaincu qu'aux Républicains, il y a une partie des militants, des sympathisants, des électeurs, mais aussi des cadres et des parlementaires qui ne souhaitent pas, comme le fait M. Retailleau, se fondre dans le macronisme. À cela, je suis parfaitement disposé et parfaitement prêt à leur tendre la main sur un accord de gouvernement, mais tout cela n'interviendrait que dans la situation où je n'aurais pas 289 députés, parce que comprenez bien que si les gens votent pour le Rassemblement national et ses alliés, aujourd'hui incluant les alliés de l'UDR d'Éric Ciotti, c'est pour avoir une majorité Rassemblement national. Mais la règle, elle est simple, c'est 289 députés, et si il me manque quelques députés pour constituer une majorité absolue, dirons-nous, eh bien, je regarderai le résultat des élections et je tendrai la main autour de moi. Encore une fois, je n'ai pas vocation, si vous voulez, à être un chef de clan. J'ai vocation à engager des mesures de redressement du pays et je mettrai autour de la table tous ceux qui sont évidemment prêts à y travailler. Avez-vous aujourd'hui des contacts, vous ou vos proches, avec des membres des Républicains? Oui, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr. Et vous vous dites quoi? Vous savez, on se parle. Il y a aujourd'hui aux Républicains une fracture très nette entre une partie des cadres qui souhaitent suivre M. Retailleau et donc les macronistes, mais il y a aussi une partie des cadres et des militants, et par-dessus tout, moi je les entends tous les jours, des électeurs des Républicains, qui ne souhaitent pas voir la droite se fondre dans le macronisme. Non, mais donc, les électeurs, c'est une chose, mais y a-t-il des potentiels élus demain, des élus, les Républicains, dont vous dites, au fond, aujourd'hui, ils sont sous la bannière LR en disant « j'amène une front d'alliance », mais ils commencent déjà à parler avec vous et à préparer une éventuelle alliance. Je le crois, vous savez, on est... Marine Le Pen est présidente de son groupe à l'Assemblée nationale, je suis président du mien au Parlement européen. Par conséquent, on est amené évidemment à rencontrer des gens qui peuvent partager certaines de nos idées sans épouser l'intégralité de notre ligne politique, mais dans l'intérêt du pays, dans le cadre d'une potentielle cohabitation. Moi, je suis parfaitement disposé à faire l'alliance, à faire le rassemblement, parce que encore une fois, ce qui compte pour moi, Jordan Bardella, vous dites je le crois, vous dites je suis disposé, mais est-ce déjà le cas? Pour l'instant, je suis dans l'opposition. Donc, au moment où on se parle, ces discussions ont-elles déjà lieu? Oui, il peut y avoir des discussions, bien sûr. Elles ont déjà lieu. Mais, écoutez, il est pas interdit de discuter encore une fois. Une union des droites, avec des gens qui peuvent partager certaines de vos valeurs sans épouser l'intégralité de votre ligne. Vous aviez jusqu'à présent refusé l'idée d'une union des droites. Est-ce qu'aujourd'hui vous y êtes favorable? Parce que l'enjeu, c'est pas de sauver la droite. L'enjeu, c'est de sauver la France. On a des électeurs qui viennent de la droite, on a des électeurs qui viennent de la gauche. Donc vous dites maintenant, on ne peut pas y arriver seul. Maintenant, je sais, mais moi je pense que pour gagner, il faut évidemment rassembler, il faut évidemment bâtir l'union, l'alliance la plus large possible. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tendu la main l'an dernier au président des Républicains. Et si demain je suis en capacité de le faire, j'appellerai l'ensemble des déçus des partis traditionnels, l'ensemble des orphelins de la droite à venir travailler à mes côtés. Parce que, encore une fois, l'enjeu c'est de faire à l'élection présidentielle 50% et une voix. L'enjeu, c'est d'avoir 289 sièges à l'Assemblée nationale. Donc, je souhaite faire le rassemblement le plus large possible sur la base du projet sur lequel nos députés auront été élus, sur la base d'un programme très clair,
très ferme sur l'immigration, l'insécurité, le pouvoir d'achat, la nécessité de relancer la croissance et d'avoir une politique en faveur de nos entreprises pour leur permettre de créer de la richesse, sur la défense de notre identité, de nos frontières, de notre culture. Et sur ces grands enjeux-là, je crois qu'il y a beaucoup de Français, au-delà du Rassemblement national, qui partagent à la fois notre bon sens, notre diagnostic, mais aussi nos solutions. J'ai toujours du mal avec ce mot bon sens parce que vous l'utilisez tous et vous êtes tous persuadés d'être les détenteurs du bon sens. Mais Jordan Bardella, sur la question du budget... Attendez, je vais vous répondre. Vous voyez ce que je veux dire sur cette expression, honnêtement? Je vais vous répondre. En tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que si on écoutait les Français et ce fameux bon sens populaire, on serait peut-être pas dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Vous savez, moi j'ai passé 1 an à aller rencontrer les Français. Je publie un livre qui s'appelle « Ce que veulent les Français » dans quelques jours, qui est déjà disponible en précommande, dans laquelle je raconte les confidences que m'ont fait les Français. Il vous en dit quoi? Et la conclusion de ce livre, c'est que si on écoutait les Français, on serait peut-être pas dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Les Français, ils ont le sentiment de ne plus être écoutés, ils ont le sentiment de ne plus être entendus, et ils ont le sentiment que les idées majoritaires et les sentiments qu'ils ont au fond du cœur ne sont plus les idées et les grandes orientations qui dominent dans la classe politique. Et je vais vous dire, j'ai humblement et modestement, avec le Rassemblement national, la prétention que on peut faire différemment et que les idées qu'on porte sont aujourd'hui majoritaires chez beaucoup de nos compatriotes. La première question qui se poserait à vous si vous arriviez à Matignon, c'est la question du budget. Quel budget, entre autres, pour la France? C'est la première en termes d'agenda, en termes d'urgence par rapport au Parlement. Est-ce que vous réduiriez les dépenses? Est-ce que vous feriez 40 milliards d'économies? Est-ce que vous toucheriez aux impôts? Est-ce qu'il y aurait une taxe sur les plus hauts patrimoines? Bon, d'abord, merci de me permettre d'aller sur le fond, parce que évidemment que les Français qui regardent ce spectacle politicien assez navrant sont aussi extrêmement inquiets des mesures qui peuvent être prises ou ne pas être prises dans les prochaines semaines. Vous avez raison de rappeler que la question du budget, elle est aujourd'hui fondamentale dans un contexte où nous accusons des déficits publics, des déficits des records de dette et des déficits commerciaux absolument records. Bien sûr qu'il faut faire des économies dans la mauvaise dépense publique. Nous présenterons dans les prochains jours et dans le cadre potentiellement d'une campagne électorale, comme nous l'avons fait l'an dernier avec le contre-budget, un plan d'économie de 40,4 milliards d'euros dans ce que je considère être la mauvaise dépense publique. Et mon principe sera très simple, il n'y aura aucune économie qui sera faite sur la France du travail ou sur la France qui a travaillé tant que les dépenses nocives de l'État n'auront pas été traitées. C'est quoi les dépenses nocives de l'État? C'est par exemple le coût de l'immigration. Vous voyez, moi je ne comprends pas que on continue d'octroyer des visas pour soins ou la gratuité des soins aux étrangers en situation irrégulière quand on a un retraité sur 3 qui renonce à se soigner. Mais là, il y a je pas ne le conçois compte pas, madame. 40,4 milliards. Je ne conçois pas. La baisse des fonds qui sont alloués à la prise en charge de l'immigration sera évidemment inclus dans ces économies. Nous allons évidemment commencer par faire en sorte que pour bénéficier, par exemple, d'un certain nombre d'allocations sociales contributives, je pense par exemple, non contributives, pardon, je pense par exemple à la question du RSA. Il ne faille plus être depuis 5 ans sur le territoire français, mais avoir travaillé pendant 5 ans. Et vous savez qu'à terme, nous souhaitons, dans le cadre d'une élection présidentielle, déclencher un référendum pour faire en sorte que seuls les citoyens de nationalité française puissent bénéficier des allocations sociales. Voilà nous pour la allons baisse faire des dépenses. des économies, madame, sur le train de vie de l'État. Parce que, voyez, pendant que on demande aux Français de se serrer la ceinture, il n'y a qu'une institution dans notre pays qui ne se serre pas la ceinture, c'est l'État. Donc nous allons faire des économies sur les opérateurs publics, 3 milliards 500 millions d'euros dès la première année. Ce sont ces fameux 1900 agences publiques qui ont été pointées du doigt dans un rapport du Sénat et qui font bien souvent doublon avec les compétences de l'État et qui alourdissent la bureaucratie d'État. Nous allons faire des économies sur la fraude sociale et sur la fraude fiscale, parce que l'argent qui est fraudé, c'est de l'argent qui malhonnêtement ne sert pas le bien commun. Ça, pour le coup, c'est ce que disait aussi Sébastien Lecornu. Hein. Il l'a annoncé dimanche, il a dit notre priorité, ce sera lutter contre la fraude. C'était vis-à-vis de vous? Dans un clin d'œil au premier groupe de l'Assemblée nationale, je vais faire des économies sur la contribution de la France au budget de l'Union européenne que les macronistes souhaitent augmenter de 5 à 7 milliards d'euros. Donc, croyez-moi, madame, et je dis aux Français de nous croire et de nous écouter, de la mauvaise dépense publique, de l'argent gaspillé et mal utilisé dans la bureaucratie, il y en a plusieurs dizaines de milliards d'euros et nous irons la chercher. Des recettes, la contribution sur les plus hauts patrimoines, une éventuelle taxe sur le capital, taxer les holdings. Est-ce que ça, vous y êtes favorable? Oui, la taxation des holdings, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, les holdings constituent, on appelle souvent ça les holdings familiales, une pratique qui vise à optimiser fiscalement son impôt et à en réalité
permettre à des dividendes, à de l'argent de dormir dans des structures qui échappent à l'impôt. Nous souhaitons mettre en place, en remplacement de l'impôt sur la fortune immobilière, un impôt sur la fortune financière, mais qui serait exonéré à la fois de la résidence principale ou de la résidence unique, qui serait exonéré des biens professionnels, parce que vous voyez bien là la folie depuis 3 semaines, et moi je tombe de ma chaise en entendant la taxe Zuckman. C'est une très très mauvaise réponse à un véritable sujet qui est la justice fiscale dans notre Taxe pays. Zuckman, non. Mais la taxe Zuckman, si vous voulez, qui est vendue par la gauche depuis 3 semaines et qui est un petit peu, qui s'est imposée, je dirais, sur les plateaux de télévision et dans l'esprit des observateurs, consiste à taxer des projections économiques, à taxer des biens professionnels, même lorsqu'ils ne sont pas encore rentables. C'est le fameux exemple de Mistral, où vous pouvez avoir des gens qui vivent certes bien dans notre pays, qui sont des pépites nationales pour l'économie française, qui lèvent plusieurs millions d'euros chaque année, mais qui, au moment où on se parle, ne sont pas encore rentables et qui, par conséquent, évidemment, demanderez-vous ne pourraient pas un s'acquitter dans effort une aux telle retraités dimension. les plus aisés? Encore une fois, je ne demanderai pas d'effort à la France qui travaille et à la France qui a travaillé avant d'avoir fait des économies dans la mauvaise dépense publique. Donc mon principe, il est très simple. D'abord, l'État arrête de gaspiller l'argent du contribuable dans tout et n'importe quoi, et ça sera déjà une très très bonne chose pour l'économie française. Et croyez-moi qu'on va faire beaucoup d'économies. Donc je vais vous dire très simplement, si demain les Français m'accordent leur confiance et si demain je suis Premier ministre, je prendrai un certain nombre de décisions dès les premiers jours. Je vais d'abord demander à mon ministre de l'Intérieur d'adresser une circulaire au préfet pour faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune régularisation d'étrangers en situation irrégulière, zéro. Je vais lui demander de rétablir des contrôles aux frontières, au point de passage de l'immigration clandestine. C'est précisément ce qu'a fait l'Allemagne. Et l'Allemagne, en quelques mois, a accusé une baisse par un effet mécanique de dissuasion du nombre d'entrées illégales sur son territoire et notamment du nombre de demandeurs d'asile. Je vais demander à mon ministre de la Justice de proposer très vite et très rapidement une proposition de loi au Parlement visant à rétablir des peines planchers pour casser le laxisme de la justice et également pour mettre fin, dans un deuxième texte, à toute possibilité d'aménager des peines au-dessus de 6 mois de peine de prison ferme prononcée par le tribunal, parce que l'atteinte à l'intégrité physique dans notre société doit retrouver un caractère Voilà sacré. donc vos mesures. Voilà donc des mesures que je mettrai en œuvre dès mon arrivée à Matignon, non pas seulement pour faire joli, mais pour remettre de l'ordre dans le pays, parce qu'il y a une demande d'autorité et d'ordre qui est extrêmement forte dans le pays, et je prendrai donc les mesures nécessaires pour protéger mes compatriotes. Et j'ajoute un dernier mot, madame, puisque nous avons parlé d'économie. Je crois que l'urgence du pouvoir d'achat doit être traitée, et dès les premières semaines de mon arrivée à Matignon, je souhaite que le ministre de l'économie puisse proposer la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur l'énergie, le carburant, l'électricité, le gaz, le fioul. Ça coûte environ 10 milliards d'euros. Ces 10 milliards d'euros, elles sont financées notamment par les économies que j'ai évoquées tout à l'heure. La campagne n'est pas encore lancée, Jordan Bardella. Oui, mais voyez bien qu'on a des mesures et que quand on veut s'attaquer aux problèmes des Français, on peut le faire. Il suffit juste d'avoir de la volonté politique. Jordan Bardella, président et de bien voter aux élections. Du Rassemblement national, et on l'a bien vu, en campagne pour d'éventuelles législatives. Il est 8h48 sur R. D'accord, on va passer sur X. Et on va mettre hop, copier. Qu'est-ce qu'ils en pensent les autres politiciens? Il ne peut y avoir de stabilité retrouvée sans retour aux urnes, sans la dissolution de l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national se tiendra prêt à assumer ses responsabilités et à gouverner les Français, lui accorder une majorité. Ça c'était hier. Alors que Macron est sur la sellette, Ursula von der Leyen devra également affronter une nouvelle motion de censure le jeudi 9 octobre, après-demain. Jordan Bardella a dressé le bilan catastrophique de l'UE, de von der Leyen. L'Europe n'est pas une machine administrative. C'est une... On va écouter. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente von der Leyen, voilà 6 longues années que l'Union européenne, sous votre présidence, est engagée dans une fuite en avant vertigineuse.
Une fuite en avant commerciale d'abord, dont les accords avec le Mercosur et les États-Unis sont le triste symbole. Face à l'Amérique de Trump, vous n'avez pas seulement convenu d'un accord sans contrepartie, vous avez signé la reddition commerciale de l'Europe. Pendant que les autres puissances défendent bec et ongles leurs intérêts, vous avez tous cédé à nos concurrents, nos fermes, nos usines et bien sûr nos emplois. Une fuite en avant financière ensuite. Vous proposez un budget européen en hausse de 86%, tandis que nos peuples sont appelés partout à se serrer la ceinture. Dans le même temps, vous sabotez la politique agricole commune en privant nos agriculteurs de 24% de leurs moyens de survie. S'il y avait là le moindre doute sur la considération que vous portez à nos agriculteurs, celui-ci est désormais levé. Une fuite en avant bureaucratique également. 22 000 textes de normes supplémentaires en 5 ans, 11 nouveaux textes par jour. En faisant de l'Europe la championne du monde de la paperasse, vous punissez nos entreprises en les contraignant à une décroissance qui signera à terme leur disparition. L'histoire retiendra, Madame, que pour la première fois depuis 50 ans, la balance agricole française sera déficitaire et que vous aurez, pour de nombreuses années, tué l'industrie automobile européenne. Une fuite en avant migratoire aussi, avec le pacte européen pour les migrations qui force les nations, sous peine de sanctions financières, à accueillir toujours plus de migrants dans nos communes. Une fuite en avant politique enfin, avec toujours plus d'élargissements insensés. Demain, à ce rythme, la Turquie étrangère à notre civilisation prendra place à cette table. Ce jour-là, il ne restera rien de l'idée européenne, sinon un drapeau sans âme et une frontière étendue à la Syrie, à l'Iran et à l'Irak. Vous voulez, Madame, en finir avec l'unanimité. Vous rêvez d'une Europe sans peuple ni gouvernement, avec juste vous, Madame, vos commissaires payés 28 000 € par mois et votre administration pléthorique. L'Europe, nous le disons, n'est pas une machine administrative. C'est une civilisation. Et une civilisation ne se gouverne pas par des normes, mais par le consentement des peuples libres et des nations qui la composent. À mes collègues français issus des Républicains et du PPE, je veux vous dire que cette motion de censure est un moment de vérité. Vous ne pouvez pas faire les yeux doux à nos agriculteurs à Paris, mais refuser la censure à Strasbourg. Voter la censure de cette Commission européenne, ce n'est pas détruire l'Europe, c'est au contraire la sauver. Alors, pour nous, patriotes, une chose est sûre. Nous voterons en notre âme et conscience pour la censure, par devoir, contre l'Europe de Macron, contre l'Europe d'Ursula von der Leyen, mais par-dessus tout, pour que vive l'Europe des nations libres. Je l'ai pas reconnu. C'était Bardella. Mais c'était quand? C'était il y a 1 an qu'il a parlé. Ouais, 1 an. C'était aujourd'hui. Hier, il ne peut y avoir de stabilité retrouvée sans un retour aux urnes et sans la dissolution de l'Assemblée nationale. Pensez-vous semblable ou A oui, non B? Il faut une nouvelle majorité, un nouveau gouvernement et un nouveau Premier ministre à la France. Dissolution pour amener Jordan Bardella à Matignon. On va écouter. Je pense que les Français aujourd'hui veulent choisir leur Premier ministre. J'entends M. Caner nous expliquer qu'il veut un Premier ministre de gauche. Mais ce n'est pas du tout le choix des Français. Avec qui va-t-il gouverner? Pour quelle politique? Je crois que les Français ont compris qu'aujourd'hui, le problème de la dette, le problème du pouvoir d'achat, de la sécurité, de l'immigration est une responsabilité partagée par la gauche, le centre et la droite. Ils veulent régler ces problèmes. Ils le disent dans tous les sondages et dans toutes les élections. Pour ça, il faut leur rendre la parole. Moi, je ne veux pas de tripatouillage entre le PS qui va dire « Ah, je veux pas les LFI, mais alors je veux bien le centre MoDem, je veux pas ça. » Et pour quelle politique? Parce que si on met des gens autour de la table qui ne sont pas d'accord, entre le PS qui va être pris d'une frénésie fiscale et le centre droit qui va dire qu'il ne faut plus d'impôts, qu'est-ce qui va se passer? Quel budget on aura? On aura une soupe tiède, mais on n'aura pas les réformes dont la France a besoin. Des réformes structurelles. On a parlé du système social, on parle des impôts, des normes, on peut parler de la sécurité, bien évidemment, du pouvoir d'achat. Ça demande du courage. Et pour ça, il faut une majorité d'idées, pas une majorité d'intérêts. Et donc, pour avoir une majorité d'idées, il faut que les Français retournent aux urnes, il faut dissoudre. Sinon, on va se retrouver encore avec un gouvernement qui ne pourra pas gouverner, avec des égos qui vont s'affronter et un budget qui n'arrivera pas à régler les problèmes. Est-ce qu'on a... D'accord.
la dernière. Avant tout retourner aux urnes, je pense que l'Assemblée devra voir une loi spéciale, estime Éric Coquerel. Ce serait assez catastrophique si on se séparait à l'Assemblée sans avoir assuré qu'il y ait un budget pour le pays. Je partage aussi la deuxième préoccupation ce matin exprimée par Édouard Philippe, et je l'avais déjà dit d'ailleurs, c'est qu'avant tout retour aux urnes, vous avez compris que j'espère que ce sera une présidentielle, je pense que l'Assemblée devra voter une loi spéciale. Voilà, parce que je pense qu'il faut une continuité de l'État, donc il faudrait une loi spéciale qui, à partir du moment où elle reproduit l'entièreté du budget 2025, pour qu'après, début 2026, un nouvel exécutif, une nouvelle majorité puisse donner un vrai budget au pays. Et je crois que cette préoccupation, je la partage aussi, dans le sens où je pense assez catastrophique si on se séparait à l'Assemblée sans avoir assuré qu'il y ait un budget pour le pays. Donc une dissolution tout de suite, c'est une mauvaise idée, notamment pour cette raison-là? Je pense qu'avant tout retour aux urnes, il faut que, dans ces cas-là, l'Assemblée adopte. Moi, je suis pour la solution de loi spéciale, parce que là, il n'y aura pas de débat politique. Ça serait juste l'assurance qui est la transmission, qui est la continuité du budget. Mais je l'avais déjà dit depuis plusieurs semaines. Je suis content que Édouard Philippe exprime aussi cet avis ce matin. Jordan Bardella dit ce matin que si le RN arrivait en tête aux européennes, il demandera la dissolution de l'Assemblée nationale. Le RN a l'habitude de prendre les Français pour des imbéciles, en leur faisant croire que leur demande de dissolution sert à quelque chose. Si la rupture ou la censure de Jordan, si la rupture ou la censure, Jordan Bardella réagit au nouveau gouvernement. Ça c'était avant-hier, le 5 octobre. D'accord. Il ne peut y avoir de stabilité retrouvée dans un retour aux urnes et sans la dissolution de l'Assemblée nationale, a déclaré Jordan Bardella. Ça c'était hier. Pareil, hier. Jordan Bardella, le président de la République, refuse les formes de la rupture. On va écouter celle de hier. Il n'y a maintenant plus d'autre choix que de revenir devant les Français. Donc notre position, elle ne va pas varier dans ces prochains jours. Elle a toujours été la même. Nous considérons que tout gouvernement, aussi macroniste soit-il, n'aura aucune légitimité pour agir. Plus le président de la République patiente, plus il prend le risque de laisser la France sans budget et de prolonger l'instabilité. Donc plus tôt nous retournons aux urnes et plus tôt nous permettront aux Français de se choisir une majorité. Plus tôt, nous pourrons remettre le pays sur le chemin de la stabilité. Si Emmanuel Macron fait le choix de nommer un nouveau gouvernement, est-ce que ce serait une censure a priori du RN dans toutes les hypothèses? Non mais, si vous voulez, on ne va pas changer maintenant de gouvernement toutes les 48 heures. Donc, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Le président de la République refuse toute forme de rupture sur le fond. Il est évidemment l'homme qui, derrière le Premier ministre démissionnaire, tire les ficelles et a désigné très certainement les ministres. Donc maintenant, stop, il faut que la plaisanterie s'arrête, il faut qu'on revienne aux urnes et que la France retrouve un fonctionnement démocratique qui soit un fonctionnement démocratique sain, stable et durable. Et il ne peut y avoir... Est-ce que ce serait une censure a priori si Emmanuel Macron nomme un Premier ministre de gauche ou un autre Premier ministre demain? Est-ce que vous censurez a priori ce Mais un Premier ministre pour faire quoi? Donc évidemment que notre position initiale qui consiste à dire que s'il n'y a pas rupture, il y a censure, elle demeurera.
Je veux dire, comment est-ce qu'on peut reprendre les personnes qui ont échoué, qui ont été désavouées par les Français lors des dernières élections et venir nous les représenter avec un nouveau gouvernement comme si de rien n'était? Vous voyez bien que tout cela n'est pas sain. Donc maintenant, si les Français le veulent, nous sommes prêts à gouverner. Et si les Français ne le souhaitent pas, eh bien nous serons républicains et démocrates. Et comme nous l'avons toujours fait, nous respecterons leur volonté. Est-ce que vous voulez déposer une motion de destitution? Vous savez qu'Emmanuel Macron est présent jusqu'en 2027 et qu'il ne compte pas démissionner. Vous allez devoir composer avec lui. Mais la question n'est pas de composer ou non avec le président de la République. Le président de la République est dans une impasse et le pays avec, démocratique et institutionnelle. Donc s'il n'use pas de la possibilité qui lui est donnée par l'Assemblée nationale et par de nouvelles élections législatives de revenir devant les Français, alors il sera effectivement exposé directement et en première ligne. Mais dans l'ordre des choses, c'est d'abord la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous pourriez voter une motion de destitution? Vous votez pas la destitution comme La destitution, au moment où on se parle, n'a pas de chance d'aboutir compte tenu de l'état des forces du Parlement. Donc nous nous appuyons sur l'état des forces en présence au Parlement. Et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui ne permet pas l'aboutissement de cette motion de destitution dans la mesure où le Sénat est aujourd'hui très largement acquis aux Républicains et aux macronistes par extension. Mais dans l'ordre des choses, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais si le président de la République ne souhaite pas dissoudre l'Assemblée nationale, eh bien sa responsabilité sera directement engagée par définition. D'accord. Et la dernière, démission de Lecornu, le président du RN, Jordan Bardella, appelle à Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée. Il ne peut y avoir de stabilité retrouvée dans un retour aux urnes et sans la dissolution de l'Assemblée nationale. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît et si l'article et si les réseaux sociaux, on va dire, vous plaisent. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne Twitch, TikTok, Instagram et Kik que je mettrai dans la description. Et moi, je vous dirai à plus tard. Et mettez la cloche pour ne rien rater. À plus tard.